Une question à Clarisse Sand, avocat fiscaliste et présidente de l'Institut du droit pénal, fiscal et financier. Maître Sand, ce matin, je reçois un avis qui m'informe d'un contrôle fiscal. Alors, à partir de là, évidemment, une fois l'effet de surprise passé, je peux me poser plein de questions. Est-ce que je dois être présent? Pas forcément. Est-ce que j'ai le droit de m'opposer? Est-ce que j'ai le droit de résister? Est-ce que je vais réussir à fournir tous les éléments demandés? Qu'est-ce qui se passe exactement? On va essayer de balayer un petit peu toutes les questions que le chef d'une entreprise petite ou moyenne est en droit de se poser à ce moment-là. L'avis, c'est la première information que je reçois? Alors, pas tout à fait. En fait, depuis le 1er janvier 2018, le service qui va vous vérifier, normalement, doit prendre contact avec vous téléphoniquement pour pas que vous ayez une crise cardiaque au moment où vous recevez votre avis de vérification. Donc, il y a quand même une prévention orale de l'envoi de cet avis de vérification. Alors, l'avis de vérification, c'est le socle, en fait, de votre futur contrôle de votre entreprise. C'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. Pourquoi? Parce que dedans, il y a marqué la nature des impôts qu'ils vont contrôler. Il va y avoir marqué en fait le nombre d'années qui vont être contrôlées, donc ça c'est extrêmement important. Et puis vous recevez également la charte du contribuable. Cette charte elle est extrêmement importante parce qu'elle vous donne tous les droits et toutes les étapes de la procédure. Donc en fait, généralement vous êtes perdu, mais il suffit de lire en fait cette charte pour comprendre comment va se dérouler le contrôle. Mais je comprends que ce soit assez anxiogène et on se pose la question, tiens, si ça arrive par exemple au cours d'une période où je suis en congé, où je suis en déplacement pour diverses fonctions que j'ai donc au sein de l'entreprise, est-ce que je peux annuler ou reporter le rendez-vous? Alors vous pouvez, dans le cadre d'un contact humain, effectivement faire en sorte de respecter, de pouvoir décaler ce rendez-vous, mais il ne faut pas aller jusqu'au refus de rendez-vous. C'est-à-dire que si vous allez au refus de rendez-vous, vous allez vous retrouver dans une situation d'opposition à contrôle fiscal, et l'opposition à contrôle fiscal, il y a une sanction immédiate, c'est 100% d'amende qui correspond au montant que l'administration voudra vous rehausser. Bon, est-ce que je peux vous poser quelques questions pratiques? Bien Déjà, sûr. la première, est-ce que ça peut durer longtemps? C'est variable. Alors, normalement, il y a des obligations pour les services vérificateurs d'avoir un certain délai pour les petites entreprises. Mais on va dire que pour la plupart des entreprises, ça peut se situer entre 3 mois et on a pu voir 14 mois, voire 27 mois. Donc vous voyez que ça peut être extrêmement long. Un vérificateur, sur une année, à peu près, a 12 contrôles fiscaux d'entreprise. Donc il faut le comprendre, il organise son agenda et vous suivez avec l'agenda et l'organisation du service vérificateur. À la fin, il se passe quoi? Alors, à la fin, le service vérificateur vous demande donc de participer à ce qu'on appelle une réunion de synthèse. Alors, cette réunion de synthèse, elle est extrêmement importante puisque c'est une présentation orale du service vérificateur sur les différents points qu'elle considère, sur lesquels elle va notifier un redressement. Alors, normalement, on ne devrait plus dire notification, c'est une proposition de rehaussement. Le terme a changé depuis quelques années. Il est plus doux, mais ça revient au même. C'est plus doux, mais ça revient au même. Et donc, vous discutez avec l'administration, ou plutôt vous écoutez ce que l'administration souhaite entendre rehausser, et cela fige, entre guillemets, les discussions sur les différents points de la vérification. Le conseil qu'on peut apporter en tant qu'avocat sur ce sujet-là, c'est que faites bien attention et écoutez bien ce qui se dit lors de cette réunion de synthèse. Pourquoi? Parce que après cette réunion de synthèse, vous allez recevoir ce qu'on appelle une proposition de rectification, qui est en fait l'écrit et qui fonde en fait le redressement futur. Et s'il y a une différence entre ce qui a été dit pendant les opérations de contrôle et ce qui est écrit dans la proposition de rectification, il peut y avoir un sujet qu'on appelle une absence de débat oral et contradictoire sur un point qui n'aurait pas été discuté pendant les opérations de contrôle et qui se retrouverait dans la proposition de rectification. Donc il faut être très vigilant à ça. C'est une réunion importante, même si elle n'est pas obligatoire et si elle n'est pas, en tout cas, écrite comme telle dans le Code général des impôts. Qui est suivi d'un échange de courrier, j'imagine. Alors, la proposition de rectification, vous la recevez, il faut la lire attentivement. Des fois, elle peut être de 9 pages, mais elle peut être de 45 pages avec plein d'annexes. Il faut la lire attentivement parce que je vais vous donner un exemple qu'on a vécu, nous ici, dans le cadre de la représentation d'un client. C'est que dans ce document, il peut y avoir des demandes de l'administration qui doivent être, sur lesquelles on doit répondre dans un délai de 30 jours fixes, notamment quand l'administration demande la désignation de bénéficiaires d'avantages occultes.
Et à ce moment-là, si on ne le fait pas dans le délai de 30 jours fixes et qu'on n'a pas vu, parce que généralement c'est une petite ligne parmi les 40 pages de la proposition de rectification, on a une amende de 100% des montants éludés. Donc il faut faire très attention à ça. Donc on la lit et on a normalement 30 jours pour répondre et on peut solliciter un délai de 30 jours supplémentaires, donc soit 60 jours en tout pour y répondre en contradictoire. Vous y répondez et là l'administration va vous répondre en retour ce qu'on appelle une réponse aux observations du contribuable. Et ça dure longtemps, ce petit jeu? Ça peut durer... alors, le contribuable est contraint dans le délai, puisqu'il doit répondre dans le délai de 60 jours suivant l'émission de la proposition de rectification, mais par contre, l'administration n'a pas de contrainte dans le temps. En principe, elle doit répondre dans un délai de 60 jours. C'est ce qu'on a coutume de dire, mais si elle dépasse un peu le délai, il n'y a pas de sanction pour elle. À quoi servent les entretiens, ces entretiens avec l'administration fiscale? Alors, les entretiens, ils interviennent après. C'est-à-dire, si l'administration, quand elle vous a répondu à votre réponse à la proposition de rectification, ça, ce ne sont pas les entretiens. Non, là, c'est une autre phase qu'on appelle les entretiens. Il y a une autre phase, voilà. Il y a une autre phase qu'on appelle effectivement les entretiens avec les supérieurs hiérarchiques de celui qui a vérifié, de la brigade qui a vérifié. C'est-à-dire que la brigade qui a vérifié maintient les chefs de redressement après les 2 premiers échanges d'écrits. Et vous dites, moi je ne suis toujours pas satisfait de la position de l'administration et je considère que je suis dans mon droit et qu'il ne devrait pas y avoir de rehaussement. À ce moment-là, vous allez solliciter des recours oraux. Et c'est à ce moment-là où vous allez voir le supérieur hiérarchique du vérificateur et ensuite l'interlocuteur départemental qui est le supérieur du supérieur. Donc vous avez 2 recours oraux. Et après le supérieur du supérieur, que reste-t-il comme possibilité? Alors, quand les voies de recours supérieur hiérarchique et interlocuteur ont été épuisées, entre guillemets, vous avez encore une possibilité, alors qui peut se faire des fois avant même les opérations, enfin les recours oraux, qui est la saisine d'une commission départementale ou d'une commission de conciliation. Alors c'est un organisme qui en fait est présidé par un magistrat administratif et il y a 5 représentants des contribuables et d'autres des représentants de l'administration fiscale. Donc c'est collégial et sur certains faits, puisque tous les éléments d'imposition et les rehaussements ne sont pas éligibles à ces commissions-là, donc il faut bien faire attention à savoir si on est éligible pour aller au-devant de cette commission. Elle traite en collégialité et donne un avis qui ne lit pas l'administration, mais généralement elle le lit. C'est le dernier seuil avant le contentieux ou pas encore? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le dernier recours possible avant de basculer dans le recouvrement de l'impôt. D'accord. Et après, c'est le contentieux directement. Voilà. Donc, une fois qu'on a épuisé ces différents recours, l'administration vous envoie ce qu'on appelle votre avis d'imposition complémentaire ou un avis de mise en recouvrement. Et à ce moment-là, vous allez réclamer auprès d'un service de l'administration fiscale et on passe dans une phase contentieuse parce que ça s'appelle une réclamation contentieuse. Ça, c'est un moment charnière en fait dans la procédure de contrôle. Pourquoi? Parce qu'il faut faire, au moment où on vous envoie l'avis d'imposition complémentaire ou l'avis de mise en recouvrement, les sommes sont exigibles. Donc il faut, pour éviter, si on n'est pas d'accord sur les rehaussements qui ont été proposés... C'est suspensif à ce moment-là, le contentieux? Non, c'est suspensif uniquement si vous demandez la suspension et si vous apportez des garanties. Donc vous voyez que ce n'est pas suspensif automatiquement. Donc si vous ne faites pas une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis à paiement, à ce moment-là, vous allez vous retrouver dans une situation où l'administration peut réclamer les sommes et faire des voies d'exécution pour recouvrer ces sommes. Donc il faut être très vigilant à ça. Et la problématique que doit se poser un chef d'entreprise, c'est quelle garantie j'apporte? Quelle garantie j'apporte en contrepartie des sommes que l'administration va me permettre de surseoir au paiement? Alors les garanties, ça peut être le nantissement d'un fonds de commerce, ça peut être une caution bancaire. L'administration, en fait, on délivre à l'administration une proposition et à elle d'accepter ou pas que ça lui convient en termes de garantie. Quand on connaît la lenteur de la justice, aller jusqu'au contentieux comme ça, c'est reculer, 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 mais est-ce que c'est bien adroit? C'est reculer, non, c'est plutôt avancer. C'est-à-dire qu'effectivement, si je peux comparer avec d'autres pays, on est un pays avec une culture du contentieux. Il y a d'autres pays, par exemple comme le Portugal, où les litiges fiscaux se traduisent plutôt par voie transactionnelle plutôt que par voie contentieuse. Mais ce n'est pas reculer, c'est avancer. Pourquoi? Parce que ça permet en fait, à chaque stade de la procédure d'identifier en fait, soit des problématiques en fait, de fond, soit des problématiques de forme. Et ce sont des garanties du contribuable. C'est-à-dire que ce n'est pas une bataille en tant que telle, mais c'est en fait un processus très très hiérarchisé qu'il faut respecter et qu'il faut suivre et qu'il faut connaître surtout.
Ça se passe devant le tribunal administratif. Alors, si jamais, effectivement, votre réclamation contentieuse est rejetée par l'administration et que donc on n'accepte pas, encore une fois, votre position, vous avez donc le droit d'aller devant le tribunal administratif et pour certains types d'impôts, comme les droits d'enregistrement, vous allez devant le tribunal, l'ordre judiciaire. Donc, vous avez soit le tribunal administratif, soit le tribunal de grande instance. Et généralement, dans 90% des cas, c'est le tribunal administratif. Là, vous assignez l'administration fiscale et vous exposez les mêmes arguments. Et vous pouvez même utiliser d'autres arguments que vous n'aviez pas soulevés auparavant. Donc c'est très important pour pouvoir développer justement une stratégie contentieuse. Est-ce qu'à un moment ou un autre de ce contrôle, le dirigeant lui-même peut être soumis à un contrôle personnel? Donc en fait, la question, c'est effectivement, l'entreprise est contrôlée. Est-ce que le dirigeant lui-même peut se voir opposer un contrôle au titre de sa détention de la société? Alors, oui, dans une certaine mesure, parce que, je vais vous donner un exemple, s'il y a des sommes qui ont été considérées comme des dépenses somptuaires par l'administration fiscale et qui n'étaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, le premier réflexe de l'administration, ça va être de dire que c'était au profit de l'associé ou de l'actionnaire ou du dirigeant de l'entreprise. Et donc, il va y avoir une conséquence personnelle parce qu'elle va les réintégrer en fait dans l'assiette taxable au niveau de la personne physique, actionnaire ou dirigeante. Donc ça, c'est un premier élément où il faut faire extrêmement attention et suivre si la vérification d'une entreprise n'entraîne pas des conséquences personnelles pour le dirigeant de cette entreprise. Deuxième chose qui est un peu différent mais qui est quand même maintenant qui commence à se développer beaucoup, c'est que l'administration fiscale peut, sans que le dirigeant ne soit au courant, engager en fait une action en fait pénale à l'encontre de ce dirigeant sans qu'il soit au courant pendant le déroulement des opérations de contrôle. C'est-à-dire qu'ils peuvent saisir la commission des infractions fiscales quand ils présument l'existence d'une fraude fiscale. Donc ça, c'est extrêmement important de le savoir et de pouvoir anticiper avec ces conseils si les sujets de rehaussement peuvent peuvent être qualifiés de fraude fiscale pour se prémunir, en tout cas préparer une éventuelle action pénale de l'administration fiscale. Dernière question avec le sourire, est-ce qu'on a une chance de gagner ? On a toujours une chance de gagner. Il y a toujours des problématiques de fond ou des problématiques de forme sur un dossier fiscal. Je vous rappelle que l'administration fiscale, ce n'est pas une machine, ce sont des hommes et des femmes, donc l'erreur est humaine.